Alors, Monsieur Gendron, Monsieur Fabre, comment vous souhaitez qu'on débute? Vous pouvez peut-être partager votre écran. C'est Sébastien Gendron qui va faire la présentation. Ouais, enfin, je vais commencer, puis après, je passerai la main Ok. à Adrien. Bon, quelques mots. Alors, Transpod, donc, on est une société canadienne. Donc, on est à Toronto, on n'est pas à Montréal. Et avec des activités donc au Canada, en France et en Italie. En Italie, c'est suite à un premier investissement qu'on a eu, c'était en fin 2016. On est dans la région des Pouilles, du côté de Bari. Une région très jolie d'ailleurs, je vous invite à aller la visiter pendant les vacances dès qu'on le pourra. Et donc l'objectif de Transpod, c'est de développer, donc déjà de connecter les grandes villes autour de la planète et de développer ce qu'on appelle aujourd'hui un cinquième mode de transport, qui est plus connu sous le nom de Hyperloop, qui consiste à concevoir avec l'objectif de fabriquer et de vendre des véhicules de transport. Donc là, vous l'avez sur la photo, on ira un peu plus en détail à quoi ça ressemble. À des clients qui peuvent être demain la SNCF, Air France ou des compagnies de fret comme DHL, FedEx, etc. Pour transporter ou des passagers ou de la marchandise dans des tubes à faible pression. Et donc, c'est pas des tubes sous vide, je tiens à le préciser, c'est à faible pression, parce qu'il reste un petit peu d'air à l'intérieur, pour s'affranchir des frottements aérodynamiques et atteindre des vitesses similaires à celles de l'avion. Voilà donc grosso modo le concept sur lequel on travaille. Trois ou quatre cas d'usage. On est à la fois sur la distance du transport longue distance, donc Paris-Toulouse, Paris-Marseille, etc. Et également sur de la liaison aéroportuaire. Un exemple assez parlant, c'est celui de la liaison aéroportuaire de la ligne de Shanghai, avec un train qui fait, je crois que c'est 30 km en 10 minutes, qui monte à 400 km/h rapidement et qui redescend ensuite. À la seule différence, c'est qu'on n'utilise pas une technologie maglev, principalement pour des raisons de coût, puis j'irai un petit peu plus dans le détail. Sur la partie cargo, on est sur du cargo sensible au temps, donc vraiment avec du container, du cargo aérien. Tout simplement parce qu'on est, on est un peu plus cher que le transport par camion et on est également, on n'a pas vocation à transporter des matières premières, que ce soit une tonne de bois ou une tonne de ferraille, etc. C'est de la marchandise qui, à notre sens, peut attendre 24 heures de plus. Ça ne sert à rien de l'accélérer sur les derniers kilomètres. Un point aussi important, on a vu dans différentes communications nos concurrents proposer du transport de containers maritimes. Ce n'est pas quelque chose que l'on propose non plus. Côté, alors, développement actuel. On a eu donc du développement, donc on a signé un MOU avec le gouvernement de l'Alberta donc cet été, donc pour construire justement un projet d'infrastructure pour connecter Calgary et Edmonton. Donc c'est 300 km, c'est assez plat, c'est très peu dense, pas mal de trafic entre les deux villes. On ira encore un petit peu plus dans le détail, donc c'est pas mal pour un premier projet d'infrastructure. Et après, on pourra discuter un petit peu de comment on a structuré le projet pour gérer le risque techno et gérer le risque certification, comment ça structure sur les 10 prochaines années. On a eu des études de faisabilité de fait en Thaïlande, c'était l'année dernière, pour une ligne qui relie le nord au sud du pays. Et on travaille également sur la partie réglementaire au niveau français et européen et bientôt également avec le département des transports côté américain. Pour ceux qui ont suivi l'activité européenne ou les infos européennes récemment, tout ce qui est transport par tube a été identifié ou en tout cas noté comme une des actions. Donc il y a eu 82 initiatives d'identifier pour faire partie du Green Deal. Et donc Hyperloop est une
une des actions, donc c'est plutôt pas mal. Et on travaille depuis 2018 avec la DG Move et Shift2Rail pour la structure d'un cadre réglementaire. Et ils nous ont envoyé un rapport préliminaire la semaine dernière. Donc ça avance plutôt pas mal. On est vraiment, comment dirais-je, on a fixé un objectif avec eux. Il faut encore qu'on l'entérine, mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir un cadre réglementaire d'ici les 5 prochaines années, sur lequel va pouvoir s'appuyer pour certifier la technologie. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Côté DOT, vous avez peut-être suivi ce que Virgin a fait. Alors avant leur test avec des cabines pressurisées, mais vraiment, ils ont annoncé un centre de certification en Virginie occidentale. Donc on communique avec eux régulièrement, et il y a une opportunité un petit peu d'utiliser ce centre de certification auprès duquel, au niveau duquel DOT a priori a financé une partie. Donc l'objectif, c'est de partager un petit peu les coûts d'essai et de certification avec eux. Donc on ne sait pas encore trop comment ou quel type d'essai on va pouvoir faire en commun, mais l'idée est là, et donc on réfléchit sur la question. Côté développement, donc on va pouvoir, côté Transpod, donc on a développé notre propre propriété intellectuelle. On y reviendra juste après sur les diapos suivantes pour expliquer un petit peu les différences entre les différentes sociétés et expliquer pourquoi on a choisi cet axe-là et pas un autre. On a peut-être une question. Non, effectivement, c'est qu'à notre écran, on a toujours que la première diapo. Alors, je ne sais pas si vous avez… Ah oui, non, j'en suis déjà à la 4e. Donc, attendez, on va faire autrement. Merci pour l'info. On doit être figé sur un autre écran de votre… On va recommencer. Vous le voyez ou pas? Oui, ça fonctionne. Après, la question, c'est est-ce que vous voyez les slides d'avant ou pas? Oui, très bien. C'est revenu? Ok, super. Côté développement, donc la propriété a été, tous les brevets, une partie des brevets ont été publiés et sont publics, sont accessibles depuis notre site internet, ou même si vous faites une recherche sur Google, vous allez tomber dessus. On a un démonstrateur technologique en cours de construction. On prévoit de le révéler au public fin mars, courant avril, d'ici printemps 2021, avec un axe vraiment différent de ce qu'ont fait nos concurrents américains, mais vraiment d'expliquer en détail comment les sous-systèmes majeurs fonctionnent, que ce soit la propulsion, la lévitation et la transmission de puissance. On est bien conscient en tant que société qu'il y a un aspect science-fiction un petit peu derrière ce qu'on fait. Et on a à cœur d'adresser les critiques qui tournent autour et le phénomène hype un petit peu derrière tout ça. Je pense que l'ensemble de l'écosystème aujourd'hui, on n'a pas fait un travail, on n'a pas été suffisamment bon justement pour adresser ces problématiques-là, notamment vis-à-vis d'experts comme ceux qui nous écoutent donc cet après-midi pour vous. Voilà, donc après, voilà. Donc l'objectif, c'est de démontrer ça. Les essais ont été faits, donc la propriété intellectuelle a été testée en labo et les résultats sont plutôt prometteurs. Et donc maintenant, on passe à l'étape d'après. Donc pas un démonstrateur avec des personnes dedans, comme a pu faire Virgin, mais vraiment quelque chose de plus techno. Pour ceux qui connaissent une petite société qui a été rachetée par Hyundai qui s'appelle Boston Dynamics, avec des robots qui font des sauts périlleux avant, arrière. Les vidéos, je trouve, parlent d'elles-mêmes. Donc, l'objectif, c'est d'avoir du contenu média et aussi de faire des événements live si le Covid le permet. Dès qu'on peut. L'idée, ce sera de faire un événement, alors 2 au Canada, un Toronto, Calgary, et sûrement un à Paris. On réfléchit de faire à l'ambassade du Canada à Paris. Voilà, et puis on essaiera d'inviter un maximum de monde. On a les activités donc avec la SAD, notamment sur le piste d'essai à Limoges.
Bon, pour des raisons budgétaires, et Covid aussi, on a pris un peu de retard cette année. Mais l'objectif, c'est vraiment que le centre d'essai sorte de terre en 2021, parce qu'on va avoir besoin de résultats préliminaires, notamment pour le projet d'infrastructure au Canada. Et on a des activités de R&D avec des universités donc au Canada et en France. À l'université de Limoges, en fait, il y a 2 laboratoires avec qui on travaille qui ont une expertise internationale vraiment intéressante. Il y en a un, c'est l'IRCER, l'Institut de recherche sur les céramiques, notamment pour adresser tout ce qui est protection à l'intérieur du tube. On reviendra un petit peu en détail sur le sujet. Et l'autre laboratoire, c'est XLIM, sur toute la partie communication et signalisation, où voilà, à ces vitesses-là, les systèmes aujourd'hui qui existent ont vraiment besoin d'être adaptés, développés, etc., pour fonctionner à la fois dans un tube et avec les vitesses que l'on vise. Côté financement, donc 15 millions auprès du groupe Angel, qui était un groupe italien donc en 2016. C'est un groupe industriel avant d'un investissement financier. Il y a pas mal de synergies avec ce qu'on fait. Ils ont 3 sociétés principales. Une qui fait des trains, l'autre des avions et la troisième des satellites. Donc, comme je le dis, pas mal de synergies avec ce qu'on fait. Et ensuite, du financement du gouvernement canadien et de l'Union européenne. À la fois en France, via la région Nouvelle-Aquitaine et en Italie. Quelques mots, donc là on retrouve donc du coup donc la slide, vous la voyez? Ouais. Voilà, notre chat, ça C'est déroule. très bien, pas de souci. Ok. Donc le groupe Angel, l'Union européenne, la région Nouvelle-Aquitaine, nos partenaires principaux, XLIM, IRCER dont on vient de parler, Mars qui est en fait l'équivalent de la station F à Toronto, EDF avec qui on travaille et la SAD notamment sur le centre d'essai à Drou. ICOS qui est une société de consulting en ingénierie ferroviaire. Intuitive, même chose, société de consulting en infrastructure donc pour le projet au Canada. REC Architecture qui est aussi notre premier investisseur qui est basé à Toulouse et la fondation voilà, Solar Impulse avec l'objectif de faire beaucoup plus avec eux dans les années à venir. C'est la techno. Alors, on va aller un petit peu plus en détail. Alors, quand on a commencé à développer ça avec Ryan, c'est mon associé. Donc, on est vraiment différents. Juste quelques mots sur mon parcours. Moi, je travaillais avant dans l'aéronautique, Bombardier et Airbus, mais sur la partie industrielle. Par contre, je suis pas très bon sur tout ce qui est recherche et développement et académique. C'est là où avec Ryan, on se complète pas mal. Lui est issu du monde de la recherche de l'Université de Toronto. C'est l'auteur de nos brevets, etc. Et donc, du coup, je suis en charge de la recherche de financement et de l'exécution du projet. Et lui, de notre côté, est en charge de toute l'architecture de la techno, du véhicule et de l'infrastructure. Donc, on parlait vraiment du couple infra-véhicule. Donc là, on a une vue un petit peu schématique. Donc, quand on a décidé de se lancer dans l'aventure, on s'est dit, OK, on a fait aussi vraiment attention au document alpha qui a été publié par Musk en 2013. Et avant tout, on parle d'un concept qui était là bien avant Musk. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis plus de 100 ans. Il y a eu une société américaine qui s'appelait ET3 qui avait déposé des brevets dans les années 90 et une société suisse qui s'appelait Swiss Metro qui avait eu une concession d'ailleurs pour relier, je crois, Lausanne et Zurich. Malheureusement, avec la crise financière en 2008, ils ont fait faillite. Et l'Institut de recherche ferroviaire coréen travaille sur ce concept-là depuis 2011. Donc voilà, bien avant, quelques années avant Musk. Et ensuite, Musk en 2013, donc il dit OK, c'est une bonne idée, s'il joint un document conceptuel, même si il nous a aidé à avoir un petit peu l'attention du grand public sur ce sujet-là. Musk fait quand même un peu de plagiat. Donc voilà, même si c'est un peu grâce à lui qu'on est là, c'est pas forcément quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais bon, voilà, indépendamment de ça, il a quand même avec Tesla, SpaceX, etc.,
comme ils disent en anglais, un track record qui est plutôt pas mal. Donc, bon, à nous de faire mieux. Donc, on a fait attention à ce qu'il a publié, mais indépendamment, voilà, on est convaincu que le concept est pertinent. Quelqu'un, ça. Ah, ça, c'est une question pas mal. Alors, en fait, pour revenir sur ce que je viens de dire avec Musk, il n'y a pas de technologie derrière Hyperloop. C'est comme, je dirais, c'est un peu comme Kleenex, Kodak, c'est un peu du marketing. Et aujourd'hui, il y a donc 6 sociétés, voilà, 6 ou 7 sociétés, plus donc l'Institut de recherche coréenne qui développe cette nouvelle techno. Et chaque société a ses propres brevets. Donc, il n'y a pas de brevet Hyperloop, il n'y a pas de brevet Musk. Il y a des brevets Virgin. J'imagine qu'il y a des brevets HTT, il y a des brevets Transpod. Et chacun est convaincu que cette techno est bien entendu la meilleure. À nous de prouver, voilà, on verra à la fin qui a tort, qui a raison. Mais derrière Hyperloop, voilà, il n'y a pas de brevet. Et même Musk l'a dit lui-même. Hein, aujourd'hui, il incite d'autres sociétés à développer ce concept-là. Donc le concept, voilà, c'est d'avoir des véhicules qui se déplacent dans des tubes à faible pression, etc. Donc ensuite, il y a 2 approches. Où on réutilise les technologies existantes, donc technologie maglev essentiellement, et on essaye de faire fonctionner des véhicules avec un système magnétique du type maglev dans des tubes où on a enlevé la majeure partie de l'air, ou on part de zéro. On a choisi côté transport la deuxième solution pour 2 raisons principales. La première, ce que je dis avant, c'est une histoire de coût. Pour les experts en génie civil ou ferroviaire, une ligne maglev, c'est juste 5 fois plus cher qu'une ligne ferroviaire à grande vitesse classique. Donc, d'un point de vue modèle économique, pour moi, c'était déjà partir avec un handicap. Et le deuxième aspect que peu de gens savaient dès le début, c'est que l'air à faible pression est conducteur. Donc, un système maglev, c'est un système qui fonctionne avec de la haute tension. Donc, un système de haute tension dans un tube qui conduit l'électricité, ça ne fait pas bon ménage. Il y a des arcs électriques de partout, etc. C'est assez problématique d'un point de vue si on veut opérer ce type de ligne. Si on reprend même après le concept de Musk, au niveau de son document alpha, pour ceux qui l'ont lu, avait compris l'aspect coût d'un système maglev et a proposé, plutôt que d'avoir un système discontinu, d'un système continu, a proposé un système discontinu avec des boosts d'accélération à intervalles réguliers. Donc, à premier abord, on pourrait se dire, tiens, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Sauf que le problème, c'est que si la ligne s'arrête, comme elle peut s'arrêter dans le métro quand on est à Paris, si vous n'êtes pas parfaitement aligné au niveau des boosts d'accélération, vous ne redémarrez pas. Donc, d'un point de vue, donc un système continu est pour nous indispensable si on veut opérer de façon intelligente. Donc, quand on a ces 2 problématiques, c'est comment on fait pour faire fonctionner ce véhicule-là. Et ce que vous voyez sur la photo, c'est donc là le véhicule de façon schématique et 2 systèmes ici qui représentent la transmission de puissance. Donc, on va pouvoir aller un petit peu dans le détail. Et ensuite, des moteurs à induction linéaire qui ont 2 fonctionnalités, à la fois la lévitation et la propulsion, et je dirais même une 3e fonctionnalité également, le freinage. Concernant la transmission de puissance, on est sur une configuration, on le voit sur la coupe transversale du tube, qui est assez similaire, on va dire, à n'importe quel métro. C'est-à-dire qu'on a 2 rails de puissance, on a un haut et un en bas, et au niveau duquel on vient créer un arc électrique pour transférer en fait le courant, enfin pour alimenter chaque véhicule en continu. Je vais aller un petit peu plus dans le détail. C'est des rails de puissance qui peuvent très bien fonctionner avec un sabot comme un métro. En tout cas, et on prévoit même d'avoir un sabot à faible vitesse. Et pour de la haute vitesse, donc les arcs électriques que Alstom et la SNCF cherchent à éviter,
parce que ça endommage les caténaires et les câbles. En fait, nous, on vient chercher ces arcs électriques pour transférer jusqu'à 6000 volts en continu et 700 ampères. Donc, on a vraiment suffisamment d'énergie pour alimenter chaque véhicule. Et ensuite, les véhicules, les moteurs ici, sont ni plus ni moins des électroaimants et on vient contrôler en fait l'intensité des champs magnétiques et interagir en fait avec le tube qui est un tube métallique pour l'éviter, faire avancer et reculer le véhicule. Et c'est ce que l'on compte démontrer donc avec le démonstrateur technologique dont je vous ai parlé, donc au printemps 2021. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Alors, petite précision, suite aux simulations aérodynamiques, on n'a plus de compresseur à l'avant. C'était une idée qui était… Alors, pour faire un petit parallèle avec l'infrastructure, le compresseur a été proposé par Musk. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Quand ET3, la société américaine, avait déposé des brevets, ils étaient partis sur un vide complet et un système maglev. Musk a pointé du doigt le fait qu'un vide complet, sauf si on considère l'accélérateur de particules, on va dire en Suisse, le CERN, là, l'infrastructure va fuir. Donc, automatiquement, on va avoir un taux de fuite. Alors après, il faut le construire de façon propre pour que le taux de fuite soit plutôt quelque chose de gérable. Et donc, il va y avoir un petit peu d'air dans le tube. C'est pour ça qu'on parle de pression autour de 100 pascal au niveau de l'infrastructure. Et l'idée initiale de Musk, c'est de dire, OK, je mets un compresseur à l'avant parce que ça va quand même, il va y avoir un effet bouchon quand le véhicule va accélérer dans le tube. Et pour transférer, donc il n'a pas de fonction propulsive, il n'avait pas de fonction propulsive, mais uniquement une fonction de transférer l'air qui s'accumule devant le véhicule vers l'arrière. En faisant des études, donc c'est quand même une pièce qui est assez compliquée. Des compresseurs qui fonctionnent à 100 pascal, aujourd'hui, il n'en existe pas en aéronautique. Et donc même d'un point de vue risque industriel, c'est pas l'élément le plus simple à faire. Et en fait, il se trouve avec des analyses et des simulations aérodynamiques qu'on peut s'en passer. Et aujourd'hui, je pense que de toutes les sociétés aujourd'hui qui développent la techno, il n'y a plus de compresseurs. Et je vous confirme de l'autre côté aussi, c'est quelque chose qu'on a abandonné dans notre développement. Monsieur Lacôte. Alors, non, je dirais qu'on n'a pas eu des échanges avec Swiss Metro. On a eu quelques enseignements. Ils ont un pays, en fait, qui, géographiquement, a beaucoup de montagnes. Et d'un point de vue coût d'infrastructure, voilà, ils partaient plutôt avec un gros handicap sur le coût d'infrastructure. Mais après, voilà, on est preneur des contacts avec les anciens de Swiss Metro pour discuter avec eux des problématiques qu'ils ont pu avoir. On n'est pas, voilà, aujourd'hui à date, on n'a pas eu cette opportunité encore. Je crois que c'était ça. Alors, question, donc en cas d'incidence grave et besoin d'évacuation des passagers, comment procède-t-on? Si mobilisation de longue durée, je vais commencer avec la première. Donc, aujourd'hui, on est avec les mêmes normes que pour une infrastructure classique ou même pour le métro. C'est-à-dire qu'on nous impose une sortie d'évacuation, je crois que c'est à peu près tous les 700 mètres. L'avantage qu'un métro peut avoir, c'est-à-dire qu'ils utilisent les stations comme sortie d'évacuation. On a commencé à faire les analyses et ça fait également partie du cadre réglementaire, pour notamment le projet d'infrastructure en Alberta. Et la norme nous impose en fait d'installer des… Alors, au début, je m'étais dit, bon, une sortie d'évacuation tous les 700 mètres, on va mettre un escalier de base, etc. La norme nous impose en fait d'avoir des cages complètes
dans certains pays même éventuellement avec des ascenseurs pour pouvoir évacuer les personnes handicapées. Donc tous les 700 mètres, donc ça rajoute 2 millions d'euros, 2 millions de dollars ou 2 millions d'euros au kilomètre. Donc c'est pas négligeable pour quelque chose qui potentiellement que vous utiliserez jamais. On a fait des parallèles parce que là on fait tout un travail d'inventaire sur les normes existantes, à la fois du ferroviaire, du spatial, de l'aéronautique, même on récupère certaines normes du nucléaire. J'expliquerai un petit peu après. Sur la partie évacuation pure, si on prend le parallèle avec l'aéronautique, on ne demande pas la seule norme, enfin la norme que Airbus et Boeing ont à respecter, c'est de démontrer qu'ils sont capables d'évacuer le véhicule, enfin l'avion, en 90 secondes. Donc ça fait partie du processus de certification. Mais on ne demande pas à un brancardier de monter dans l'avion pour évacuer les passagers en cas d'atterrissage d'urgence. Donc une des propositions, ou en tout cas une des solutions sur lesquelles on travaille notamment avec la DG Move, c'est est-ce que au niveau de l'infrastructure, on a la possibilité de remplacer ces cages d'escalier qui sont quand même assez chères par des toboggans. Voilà. Est-ce qu'il réduirait la facture de façon significative? Donc ça, c'est un des aspects. Ensuite, en cas d'incident grave, donc quand on parle d'incident grave, c'est s'il y a un attentat, une bombe quelque chose une dépressurisation en fait violente au niveau de l'infrastructure. Ce qu'on regarde, c'est des systèmes de sécurité qui notamment viennent du pétrole, avec des vannes qui existent sur certains pipelines. C'est de repressuriser rapidement le tube. Donc la repressurisation peut se faire en 15 secondes. Donc elle est quand même beaucoup plus rapide que si on a un problème de dépressurisation dans un avion. C'est un peu l'avantage que l'on a en étant au sol. L'objectif, c'est pas non plus de repressuriser la totalité du tube, mais de segmenter la ligne avec des vannes, d'avoir en fait un système de freinage d'urgence. Si la panne est mineure, après derrière, c'est de permettre à la ligne de redémarrer comme ce qui peut se passer dans le métro. Si l'incident est majeur, c'est de permettre dans des modes très très dégradés à chaque véhicule d'atteindre justement ses sorties d'évacuation et de permettre aux passagers d'évacuer. Sur l'avantage d'avoir enlevé le compresseur sur le véhicule, c'est qu'on prévoit des entrées et des sorties au niveau du véhicule, pas sur le côté parce que la distance avec le tube ne permettra pas aux personnes d'évacuer, mais d'évacuer ou vers l'avant ou par l'arrière de chaque véhicule. Alors, si immobilisation de longue durée, etc. Alors, si immobilisation de longue durée, donc on va avoir sur des facteurs de sécurité, c'est ceux sur quoi on travaille avec l'IBR aéronautique. C'est déjà d'avoir un système de pressurisation de cabine comme ce qu'on a dans l'avion, sauf que on va avoir une durée limitée dans le temps. Donc même si on met des facteurs de sécurité, si l'immobilisation dure plusieurs heures, on n'aura pas d'autre choix que de repressuriser le tube afin de permettre aux passagers de respirer et d'évacuer en toute sécurité. Alors, aujourd'hui, on est sur une navette. On a pris l'enveloppe. Alors, en Amérique du Nord, l'enveloppe d'un wagon de train ou d'un bus, enfin de wagon de train, c'est 25 mètres de long. Donc, on est aujourd'hui sur 25 mètres de long. Et on a... alors, il y a une configuration assise. On peut aller jusqu'à... on est entre 40, maximum 56 passagers. Après, on a encore du travail à faire sur la partie machinerie, le compartiment à l'avant et à l'arrière du véhicule et en dessous. Voilà, il faut qu'on garde un peu de place pour tous les équipements et les systèmes. Donc, ça va bouger encore dans les prochains mois et prochaines années. Mais voilà, aujourd'hui, on est sur une 25 mètres. Après, ça peut évoluer un petit peu et on parle aussi pour augmenter la capacité de certaines lignes
on regarde tout ce qui est couplage virtuel. Alors, là, j'ai la question. Je vais revenir sur l'autre avant. Faut-il faire entrer l'air dans le tube? Donc oui, c'est le cas. Alors, sur quelle distance? Compartimentage de tube par section, de quelle longueur? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Alors, s'il faut compartimenter, enfin, l'objectif est de compartimenter le tube, justement, en cas d'incident majeur, s'il faut le repressuriser, pour ne pas avoir à repressuriser des centaines de kilomètres de tubes. La distance n'est pas encore figée. Il va falloir faire ça en fonction des analyses et c'est directement dépendant de la vitesse à laquelle le flot d'air se déplace dans le tube. Donc, on a des challenges aérodynamiques assez importants aussi parce qu'il faut éviter les ondes de choc ou les dissiper. Donc, on a quelques solutions. Et en fonction de la vitesse à laquelle ça se déplace, ça va nous donner une bonne idée de quelle est la distance minimum ou maximum pour compartimenter chaque tube. Et ensuite, temps pour refaire le vide après, plusieurs heures. C'est pour ça que les activités de maintenance sont prévues la nuit pour avoir pas mal d'heures. Et on parle d'un bloc de pompage tous les 250 mètres. Donc, c'est 1 million de kilomètres avec des pompes qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché. On a vu quelques photos, que ce soit chez HTT ou même c'est Leybold qui fait ça. Je crois qu'ils ont été rachetés aussi. Enfin, bref, c'est du matériel allemand. Ensuite, pour l'Alberta, je vois la question. On va y parler, je vais y parler un petit peu après là. Et je vais venir dans le détail là-dessus. On peut vous laisser peut-être continuer à avancer dans votre présentation et puis on gardera les Ouais, questions. Ça ouais, sera merci. plus simple pour vous à présenter. Non, ouais, on va faire ça après, c'est intéressant. Alors oui, il va y avoir des brevets sur l'infrastructure, notamment sur tout ce qui est aiguillage. Voilà. Alors, on remarque qu'on a pas mal parlé. Donc, propulsion électrique, hybride. Pour de la faible vitesse, on va garder le couple moteur électrique et roue. Et ensuite, à partir d'une certaine vitesse, le véhicule passera en lévitation. Donc ça, c'est pour côté transpod. Sur la partie donc propulsion, voilà, on est sur un mode par contact, donc avec un sabot pour les faibles vitesses, et sans contact pour de la grande vitesse avec le système d'arc électrique dont je vous ai parlé. Donc le système d'arc touche à… Ouais, j'ai quelques photos après. Je vais voir après si je les ai. Non, ouais, enfin si, un petit peu. On touche à la physique des plasmas là-dessus, donc quand on parlait un petit peu du nucléaire et des phénomènes qui sont à côté. Côté lévitation, donc système de roue, là, que je l'ai expliqué, avec ouais, et également qui serviront pas uniquement pour la partie propulsion, mais également sur la partie atterrissage d'urgence. Donc aujourd'hui, c'est des calculs que l'on fait également pour s'assurer que les atterrissages d'urgence se font en douceur. Pas de contact. Donc sur la partie lévitation, voilà, on est sur des électroaimants et on vient contrôler en temps réel la distance entre le moteur. Donc là, vous ne les avez pas en partie haute, mais vous avez des moteurs similaires qui sont en partie haute avec une fonction pour la lévitation. Et donc, on vient contrôler donc, en temps réel ce gap pour éviter, pour à la fois le confort des passagers et également éviter de toucher le tube parce que voilà, c'est quelque chose qui pourrait poser problème si à un moment le véhicule vient rentrer en contact avec l'infrastructure. Alors, un des défis techno que l'on a aujourd'hui, c'est vraiment le refroidissement
ça chauffe beaucoup. Et un des défauts que l'on a par rapport à l'avion, c'est qu'on n'est pas à moins 50 à l'extérieur. Donc, on est plutôt à plus 50. Donc, on regarde sur des matériaux à changement de phase pour absorber la chaleur. Je vais caricaturer un petit peu, mais un peu comme le glaçon dans un verre d'eau qui absorbe et qu'on remplace à intervalles réguliers. Alors, bien sûr, l'objectif, c'est pas de le remplacer, on va dire, à chaque trajet, mais que ça dure au moins le plus longtemps possible. On regarde aussi, on s'inspire de ce qui a été développé pour la Station spatiale internationale, à la fois sur le recyclage de l'air, mais également sur la partie refroidissement, c'est-à-dire qu'ils ont comment dirais-je, je perds le mot en français. La différence de température entre la nuit et le jour, c'est entre moins de 150 et plus de 150. Donc, ils ont des contraintes encore plus fortes que les nôtres. Donc, mais ils ont des solutions assez intéressantes. Avant de passer sur la diapo d'après, je vais regarder, il y avait d'autres questions. Alors MHD, ça fait plusieurs personnes qui m'en parlent. Il faut qu'on regarde. Je ne sais pas quel est le niveau d'avancement. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être appliqué facilement? Swiss Metro avait également des gros soucis avec le refroidissement. J'espère qu'on va trouver des solutions. Oui, le refroidissement est un des problèmes, en tout cas un des défis techniques sûrement plus importants que tous les autres. Alors si j'arrive à... J'ai plus de questions. C'est pas grave. Ah si, voilà. Alors, quel est le seuil bas saut de vitesse? Aujourd'hui, autour de 200 km/h, peut-être plus bas. On va voir. C'est aujourd'hui la cible qu'on s'est donnée à optimiser. Ensuite, alors la façon dont les véhicules fonctionnent. Il y a une chose, et comme on a des professionnels de l'infrastructure autour de la table, un des points très très importants qu'on a identifié dès le début, c'est que toute infrastructure bouge. Voilà. Et on a besoin, en fait, pour éviter que ce soit le prochain Space Mountain ou éviter que ce soit une machine à laver, c'est comment on assure le confort des passagers de façon optimum. Donc, chaque véhicule, en fait, va être capable de communiquer les uns avec les autres et également avec l'infrastructure. C'est-à-dire que chaque véhicule va également mesurer en temps réel la circonférence du tube au millimètre près pour enregistrer toutes les déviations de l'infrastructure tout le long du trajet. Et chaque déviation, en fait, va être envoyée sur le véhicule qui suit afin que celui-ci puisse adapter le champ magnétique en temps réel avant qu'il arrive au kilomètre 250. Je vais prendre un petit exemple. L'infrastructure a bougé de 2 mm à cause des conditions de température et de pression extérieure, de ce que vous voulez, au kilomètre 250 et surtout à 1000 km/h si vous voulez éviter que ce soit, voilà, comme je l'ai dit, une machine à laver. Il faut anticiper ces déviations du mieux qu'on peut. Donc, on a ce modèle, en fait, ni plus ni moins prédictif entre les véhicules, qui va être couplé également à des modèles prédictifs comme on peut les connaître aujourd'hui dans la finance ou pour les modèles météo. Et au fur et à mesure qu'on enregistre des datas, les modèles seront de plus en plus précis afin d'anticiper et d'avoir un confort passager le plus optimum possible. Sur la partie communication, donc c'est avec le laboratoire XLIM sur lequel on travaille. Et les systèmes de contrôle sont aujourd'hui des algorithmes qui sont développés chez Transpod et qui seront en application notamment pour le démonstrateur au printemps prochain pour montrer comment un véhicule peut l'éviter avec cette interface, on va dire, électroaimant tube et contrôler vraiment en temps réel. Je ne sais plus quelle est la fréquence, mais c'est assez élevé, donc le champ magnétique, pour éviter à la fois que le véhicule
ne touche l'infrastructure, mais à la fois éviter que le véhicule soit trop loin et qu'il perde ce système de lévitation. Donc, on est vraiment sur un système instable, mais comment dire, les systèmes de contrôle aujourd'hui nous permettent de stabiliser le véhicule et d'assurer donc une fonction propulsive et une fonction de freinage. On est bien entendu sur des véhicules qui sont 100% automatiques, il n'y a pas de chauffeur. Après, juste quelques mots sur le véhicule. C'est pas un train, on est beaucoup plus, c'est une structure aéronautique et on va à la chasse au kilo comme pour un avion, donc avec une cabine pressurisée identique à un avion. Donc les grosses différences, c'est vraiment sur la gestion de la chaleur et après sur la cabine, le recyclage de l'air et la pressurisation de cabine. On va être même plus proche du spatial que de l'aéronautique. Les cycles de pressurisation, de dépressurisation sont sensiblement différents. Pour vous donner une idée, le niveau de pression dans le tube correspond à celui que l'on a à 50 km d'altitude, donc les avions volent à 10. Voilà, donc on va avoir quelques changements également au niveau de la structure du véhicule, mais le principe reste similaire. CP. Alors, monsieur Guiraud, excusez-moi si j'écorche votre nom, mais n'hésitez pas à préciser. Après, je ne suis pas un physicien, donc si c'est le CP en thermodynamique, ça fait longtemps que j'ai oublié ce que c'était. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, sur l'infrastructure. Alors, ça, c'est les designs de base. Alors, juste pour partager avec vous les dernières analyses qui ont été faites, notamment pour le projet en Alberta. Et Adrien, après, côté SAD, pour en parler un peu plus détaillé. On va sûrement partir sur une infrastructure au sol. Les premiers, voilà, l'étude de faisabilité qui est en cours en Alberta a montré que si on veut avoir une structure surélevée, c'est pas forcément enfin, c'est assez onéreux. Donc, si on veut garder un coût d'infrastructure acceptable, il est fort probable qu'on soit obligé d'installer le tube à même le sol. Sur la partie panneaux solaires, juste un petit mot là-dessus. Les signes, enfin en tout cas les calculs initiaux sont plutôt prometteurs dans le sens où la balance énergétique du système démontre qu'on a une bonne possibilité de générer plus d'électricité que ce que le système va consommer. Alors juste pour les questions sur oui mais le pompage, etc. Aujourd'hui les pompes, une fois qu'on a atteint la pression voulue, se mettent en mode stabilisé et ont pour fonction uniquement de pomper le taux de fuite. Donc voilà, à moins de faire une infrastructure qui soit une passoire complète, le taux de fuite permet d'avoir un niveau, enfin pas une consommation énergivore de la part des pompes pour maintenir ce taux de fuite. En tout cas, c'était les retours que j'avais eus de certaines sociétés d'infrastructures qui étaient plutôt confiants sur comment construire quelque chose qui ne soit pas une passoire. Et c'est là aussi l'intérêt de ne pas utiliser un système maglev, parce qu'un système maglev demande à faire de percer des trous tout le long de l'infrastructure afin d'installer ce système-là. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles pratiquement, enfin, ça augmente le risque d'un taux de fuite important. Ça, suivante. Alors ça, c'est un petit peu tous les brevets qui sont en cours de préparation. Donc aujourd'hui, ceux qui sont publics, c'est Quantum Power, donc sur la transmission de puissance, qui est aujourd'hui testé même avec IRCER et donc qui reprend cet arc électrique que vous avez ici. Donc là, on le voit peut-être pas très bien, mais vous avez donc là ici, c'est la structure du véhicule qui est schématisée, les rails de puissance en haut et à gauche, en haut et en bas, et l'arc électrique, donc avec une électrode qui fait office de cathode ou d'anode et qui permet du coup de transférer jusqu'à 6000 volts en continu et 700 ampères. Après, celui-ci, côté Jet Glide, c'est tout l'aspect contrôle du véhicule, tel que je vous l'ai expliqué, avec notamment aussi cette fonctionnalité
d'anticiper les déviations de l'infrastructure au fur et à mesure que le véhicule se déplace. Autoroute, ici, c'est pour la partie, infrastructure, donc ce sera pour la partie aiguillage. Transguidance, c'est pour la partie communication et signalisation. Et ici, c'est une autre partie sur la partie propulsion, notamment avec le couple moteur électrique roue sur lequel on travaille. Côté stratégie, juste un petit mot concernant le modèle économique de Transpod. Court terme, donc on a des produits qu'on commercialise pour assurer la trésorerie de la société. Moyen terme, donc on est sur 2025, c'est de commencer à vendre des véhicules. Alors nous, on n'a pas vocation à lever des milliards pour les futurs projets d'infrastructure. Par contre, on participe activement à la création de ces projets-là, parce que si ces projets-là ne voient pas le jour, ben, on n'a pas de marché, donc on est directement impliqué. Mais à terme, voilà, notre objectif est vraiment sur des modèles similaires à celui d'Alstom, par exemple, ou d'Airbus, c'est de concevoir, fabriquer et de vendre des véhicules de transport à des clients comme la SNCF ou Air France. Indépendamment, pour améliorer comment dirais-je, les finances de Transpod, par contre, on prévoit d'avoir des participations minoritaires sur ces futurs projets d'infrastructure, sachant que voilà, aujourd'hui, on fait tout le travail pour les mettre en œuvre. Et sur la partie long terme, avec en plus comment dirais-je, toute la partie maintenance. Et puis, on réfléchit à des systèmes aussi où on peut faire évoluer l'infrastructure d'un point de vue système avec une mise à jour de soft pour la maintenance, donc avec une version 1.0 quand on démarre et ensuite des mises à jour comme ce qu'on peut avoir sur nos ordinateurs, mais cette fois-ci adaptées à l'infrastructure. Donc les corridors aujourd'hui, donc il y en a côté Canada en tant que société canadienne, on regarde ces deux-là, c'est les deux corridors où il y a suffisamment de trafic. Toronto-Montréal est bien sûr le plus important, ne serait-ce même en termes de fret aujourd'hui, sur l'autoroute entre les deux villes, c'est 10 000 camions par jour, donc c'est assez important. Mais là aujourd'hui, même en termes de demande sur les premiers résultats, voilà, on est vraiment pas mal. L'approche aussi par rapport aux lignes ferroviaires classiques telles qu'on les a développées ces 50 dernières années, c'est pas uniquement de regarder le taux d'utilisation, le taux d'occupation des trains ou des véhicules de transport, mais de revoir le modèle économique vraiment différemment et de regarder comment optimiser le taux d'occupation de l'infrastructure. C'est comment on peut maximiser une infra de 5 heures du matin jusqu'à minuit le soir. Et d'où la raison, en fait, d'où l'intérêt de diminuer, en fait, la taille des véhicules et d'augmenter la fréquence. Un peu comme en logistique, quand on veut réduire les inventaires, il faut diminuer la taille des lots et augmenter la fréquence. Et là, sur l'infra, c'est d'avoir typiquement du transport, d'avoir la capacité de mixer avec du fret express. Et donc, sur la ligne Calgary-Edmonton, je crois qu'on va commencer à attaquer ce projet-là. Sur la ligne entre Calgary et Edmonton, on discute aujourd'hui notamment avec DHL, FedEx et puis la Poste canadienne sur comment intégrer des hubs de fret depuis les deux aéroports. Je vais voir si on peut… toujours l'écran. Je vous en mets sur Google Maps pour que les gens puissent visualiser un petit peu là. Voilà. Donc on va voyager un petit peu. Donc là, on est en Alberta. Voilà. Et donc la ligne est assez directe. On a juste le partage d'écran en fait sur la présentation. Je pense qu'il n'y a pas le partage. Vous n'avez pas partagé l'écran complet, à mon avis. Ouais, on va recommencer. Vous voyez? Parfait. Très bien, merci. Voilà, donc je vais zoom. Voilà, donc là, c'est le Canada. Donc vous êtes là. Moi, je suis là, Toronto.
et ici l'Alberta. C'est un grand pays. Donc, Calgary-Edmonton, 300 km, c'est assez plat. On réfléchit à un arrêt, donc à Red Deer, ici au milieu. Et donc, la configuration de la ligne, c'est de partir donc, depuis le centre-ville de Calgary, donc derrière la mairie, avec une connexion, un premier arrêt en fait à l'aéroport de Calgary. Red Deer est une option à date parce que d'un point de vue financier, un arrêt à Red Deer rajoute un certain coût et n'améliore pas la profitabilité de la ligne. Donc, ce sera une décision à prendre avec le gouvernement. Et côté Edmonton, donc l'aéroport est ici, donc un arrêt ici et ensuite une connexion pour le centre-ville de Edmonton. La façon dont on a structuré le projet, donc c'est un projet sur 10 ans. La première étape, c'est donc cette étude de faisabilité. On a présenté les premiers résultats au gouvernement vendredi dernier. Et avec l'objectif en fait de comment dirais-je, de financer une première phase du projet qui consiste en une piste d'essai de 20 km. Donc les premiers échos qu'on avait eus avant de sécuriser, ou les premiers retours ou commentaires qu'on avait eus avant de sécuriser ce projet-là, c'était personne ne peut se permettre aujourd'hui, enfin les gouvernements, clairement aujourd'hui, Macron l'avait dit, plus de projets d'infrastructure. Et aujourd'hui, sur le gouvernement en Alberta, la situation économique est tellement mauvaise qu'ils n'ont pas les fonds pour se permettre ce type d'investissement. Personne ne peut se permettre d'avoir une piste d'essai comme celle qui avait été faite pour le TGV, perdue en pleine campagne. Il faut absolument que ce premier tronçon fasse partie intégrante d'un corridor. Et donc, on a regardé plusieurs localisations pour ce premier tronçon de 20 km. Et les deux options qui commencent à être retenues, on verra ça d'ici fin avril, c'est les connexions aéroport centre-ville ou de l'aéroport d'Edmonton ou de l'aéroport de Calgary. Et pour adresser en fait le risque financier, on regarde comment ces connexions aéroportuaires peuvent être converties dans l'hypothèse où enfin, le plan A, c'est d'avoir une ligne transpod. Il y a deux avantages en fait, à avoir ce premier tronçon de 20 km dans une ligne aéroportuaire. Le premier, c'est que dès que la technologie est certifiée, on peut commencer à générer des revenus avant la construction définitive de la ligne complète. Et le deuxième aspect que l'on commence à regarder, c'est comment convertir en fait cette ligne aéroportuaire en une ligne ferroviaire classique, on va dire comme le Charles de Gaulle Express à Paris, si la ligne, enfin si la technologie n'est pas certifiée. Ce qui nous permettrait ensuite, voilà, ce qui nous permet de financer ça. Il y a pas mal de questions. Je vais en prendre un petit peu. Q&A. Je vais commencer là-dessus. Alors, pour les rayons de courbure, alors, on a une contrainte. Donc après, c'est directement lié, bien sûr, à la vitesse du véhicule. Et je crois que il ne faut pas qu'on dépasse une accélération latérale de 0,42 G. Et je crois que je ne me trompe pas, c'est 0,42 G l'accélération maximale, latérale maximale. Côté transpod, en fait, on a un petit avantage par rapport aux autres systèmes qu'on a pu voir. C'est-à-dire que le véhicule peut également pivoter sur son axe. Voilà. Et donc d'avoir des rayons de courbure un petit peu plus forts que la concurrence. Après, les valeurs exactes pour 200 et 1000 km/h, je ne les ai pas. Mais voilà, la contrainte, de toute façon, après, je fais un petit peu de maths, c'est voilà, on peut pas dépasser d'un point de vue norme les 0,41, je crois, voilà, G d'accélération latérale. Non, j'arrive pas.
Si Donc, ça veut j'arrive dire à qu'au niveau avoir… des tracés, typiquement, il y aura certainement des parties aériennes et des parties en tunnel qui seront proportionnelles au relief, Ouais, puisque vous voilà. n'allez pas Donc, c'est forcément comme… avoir d'importants changements de pente. Alors, côté pente, on a un gradient qui est un peu plus important qu'un TGV. Donc, là-dessus, on a un peu plus de flexibilité. Typiquement, sur la ligne Calgary-Edmonton, telle que je vous l'ai montré tout à l'heure, enfin tout de suite là, on est sur une partie typiquement aérienne sur les liaisons aéroportuaires. Et après, ensuite, sur la partie, sur le tronçon principal, c'est plat, hein, c'est que des champs, etc. Il y a très peu de relief, donc on serait au sol. Voilà. Après, c'est sûr, si on a les Alpes ou les Rocheuses à traverser, il faut creuser des tunnels. Ouais. Et donc, sur le corridor, alors aujourd'hui, on est sur une bande je crois, de 20 km. Il faut encore qu'on affine le corridor dans les prochains mois. Mais on suivrait la ligne à haute tension en fait, qui relie les deux lignes et qui est assez à l'ouest de l'autoroute numéro 2 qui relie les deux villes. Voilà. Et donc, dans toutes les illustrations de projet, à chaque fois, je rebondis par rapport aux questions. Mhm. Vous illustrez à chaque fois par un seul tube, donc on peut imaginer que c'est, vu la vitesse de transport, un tube par sens. Ça veut dire qu'il y aura un tube aller, un tube retour, j'imagine. Non, non, c'est un tube par direction. Ouais. Ouais, Voilà. c'est ça. Donc, c'est 2 tubes minimum. Donc, après, pour revenir aussi sur la configuration dont je viens de parler Oui, pour Calgary Edmonton, il est, enfin, il est important en fait d'intégrer les hubs de fret. Donc aujourd'hui, on intègre dès maintenant donc les acteurs de fret, que ce soit Express, DHL, FedEx, etc. Pour mixer, d'être capable de mixer les véhicules de fret et passagers dans le tube. Voilà. Et de directement pouvoir envoyer du cargo depuis Calgary à Edmonton via le tube et pas par avion. Donc ça fait partie du modèle économique derrière. Alors, les arrêts. OK, un truc important. On est sur… théoriquement, on peut rajouter autant de gares que l'on veut. On est sur un modèle comme celui d'une autoroute où les véhicules vont d'un point A à un point B. Et quand on s'arrête en voiture à une station essence, on ne demande pas aux véhicules devant nous ou derrière nous de s'arrêter en même temps que nous. Donc l'avantage, l'intérêt d'avoir des véhicules de petite taille, enfin relativement petite taille, c'est vraiment d'avoir le flux principal, en fait, la route express. Et sur la partie, sur le corridor, après tout ça, ça se modélise pour savoir en fonction de la demande quel est le nombre de véhicules qui doit s'arrêter à Red Deer, qui est la ville du milieu, ou pas. Donc, on va avoir, on va dire, 8 véhicules sur 10 qui vont aller directement du centre-ville de Calgary jusqu'au centre-ville de Edmonton. Et ensuite, pour les véhicules qui vont s'arrêter, 2 véhicules, on va dire, sur 10 qui vont s'arrêter à Red Deer. Et l'intérêt ou le système, en fait, c'est de prévoir un aiguillage en amont, en fait, une ligne parallèle où le véhicule va sortir du flux principal pour décélérer et ensuite s'arrêter à Red Deer et ensuite réaccélérer, etc. Donc, quand la ville, si on prend par exemple le POLT avec Orléans, Limoges, Toulouse, Orléans et Limoges devraient pouvoir justifier suffisamment de trafic pour avoir cette infrastructure supplémentaire sur les dizaines de kilomètres pour décélérer et réaccélérer et ensuite se réinsérer dans le flux principal. Quand la ville a pas suffisamment de la taille n'est pas suffisamment importante pour justifier voilà, une station ou une gare, c'est là où après il faudra voir en fonction des volontés politiques si c'est quelque chose qui peut être payé par les pouvoirs publics ou pas. Donc après, c'est une autre logique, pas forcément financière, mais sociale, à développer certains secteurs plus que d'autres. Voilà. Mais dans l'absolu, ça ne va pas impacter l'efficacité du système. Voilà. Alors,
Pas mal de questions. Oui, si vous voulez finir la présentation des projets, les quelques transparents, et Ouais, puis on va faire ensuite ça. Puis après, il y a c'est Adrien ça. aussi sur la partie infra. Voilà, comme ça. Alors, donc après, voilà, bon, ça c'est des projections un peu standards sur le court terme, un moyen terme et long terme sur le projet d'infrastructure. Donc clairement, l'idée c'est aussi de faire partie du plan du plan économique post-Covid. Voilà, ça c'est un des comment dirais-je lieux ou en tout cas localisation sur lequel on pouvait avoir cette ligne d'essai entre les deux villes. Qui aujourd'hui n'est pas retenu essentiellement, principalement du fait que voilà, pour pouvoir générer des revenus ensuite à court terme, n'étant pas sur une connexion aéroportuaire, c'est problématique. Côté France, ça c'est des projections. Aujourd'hui, il y a 2 corridors sur lesquels on travaille. L'objectif, c'est pas de remplacer ou de concurrencer les lignes TGV existantes, mais plutôt de regarder là où il n'y en a pas. Donc Paris-Toulouse et Paris-Le Havre. Alors aujourd'hui, côté Le Havre, ben, on a notre ancien Premier ministre qui n'est pas encore convaincu. Donc pour le convaincre, l'objectif c'est vraiment notre stratégie, c'est de démontrer la profitabilité de la ligne au Canada avec des institutionnels privés pour ensuite arriver en fait avec une autre proposition de valeur que les lignes ou les projets d'infrastructure par le passé et de dire, OK, avec un modèle tel que celui proposé par Transpod, on peut avoir les infrastructures de demain potentiellement, en tout cas, plus rentables que celles que l'on connaît aujourd'hui. Clairement, aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de ne pas compter sur des subventions étatiques. Après, on va voir si on y arrive ou pas, mais pour l'instant, ça ne marche pas trop mal. Donc Limoges, je vais passer la main à Adrien, qui va vous parler un petit peu plus en détail des contraintes techniques sur lesquelles on travaille. Merci. Adrien, il y a juste votre micro qu'il faudra activer. Ouais, voilà. Alors, je vais partager mon écran. Ça va être problématique. Est-ce que vous voyez ma présentation? Ouais. Ok. Moi, ça va être un peu plus succinct. Donc, je me présente, Adrien Fabre, je suis ingénieur d'études génie civil et tuyauterie au sein de l'entreprise SAD. Et j'interviens puisque SAD est partenaire de Transpod concernant la piste d'essai de Drou, en particulier pour l'étude, la conception et le calcul, ainsi que la réalisation du tube et des fondations, hein, donc de la piste. J'ai intitulé ma présentation « Contraintes et enjeux de l'étude de la piste d'essai ». D'abord, une présentation du projet test de Drou, puis une description de la géométrie et de l'allure de la piste d'essai. Pour ensuite présenter les actions à prendre en compte, les justifications à réaliser et puis les points d'attention spécifiques au projet vu du côté d'un ingénieur d'études génie civil par rapport à un projet classique, par exemple, de canalisation que l'on peut traiter au quotidien. Donc, le projet de test de Drou, c'est réalisé dans la commune de Drou, en Haute-Vienne, à proximité de Limoges. On se situe dans une zone de sismicité faible et puisqu'on est sur une piste de test, on peut se considérer dans une catégorie d'importance
qui nous permet en l'occurrence de ne pas considérer le séisme. Donc, la SAD intervient pour l'infrastructure, en partie pour le bâtiment, pour les parties études et réalisation des VRD, et aussi donc pour la piste, comme je le disais, pour l'étude du tube et de ses fondations, ainsi que la réalisation de cette piste. Et j'interviens pour l'étude de ces éléments de la piste. On travaille également avec un autre partenaire de Transpod qui est l'entreprise REC, dont Sébastien a parlé tout à l'heure, et qui joue le rôle de maître d'œuvre. La piste d'essai, elle va être composée en fait d'une première partie où on va faire une phase en ligne droite avec un bâtiment, et puis elle sera composée de divers éléments, donc des supports guides, des points fixes, des massifs de métrage, des compensateurs pour reprendre les dilatations, et puis des fonds pleins pour reprendre les effets de fond liés à la mise sous vide du tuyau. Voilà. Donc là, on a quelques images. Donc il faudra, on viendra souder le tube sur site, et on est en phase de design pour imaginer donc toutes les optimisations, que ce soit en termes de distance entre les supports, entre les piles, le type d'appui guide, de points fixes, et puis le choix des compensateurs, hein, qui sont pour ces diamètres des compensateurs à ondes métalliques, comme on peut en voir un exemple ici. Donc là, c'est sur un petit modèle, hein, c'est un DN400. Sur Drou, on sera sur un tube en acier de diamètre intérieur 2000, donc réduit par rapport au tube final qui sera de 4 mètres. Et donc c'est une phase de test, comme le disait Sébastien, qui a notamment pour but d'obtenir des résultats préliminaires, et donc ce ne sera pas avec des personnes à l'intérieur. Dans une deuxième phase, il y aura des études avec des phases en courbe, où on aura donc d'autres effets à prendre en compte, notamment les poussées latérales sur le tuyau, hein, les forces, des forces latérales. Pour ce qui est des actions à prendre en compte, donc on a des actions permanentes et liées à l'exploitation. Évidemment, le poids propre de l'infrastructure avec le tube en acier, les fondations en béton, et puis le poids des terres qui s'exerce éventuellement. Il y a la mise du tube sous vide avec donc une force. Puis l'effet de bourdon, hein, avec un raccourcissement de la conduite qui est à reprendre par les plaques pleines et puis par des points fixes. Il faut ancrer la conduite. Adrien, juste pour préciser, côté Drou, on est sur un tube de 2 mètres de diamètre. Oui. Alors qu'en Alberta, on est sur 4 mètres de diamètre. Ouais. Donc il faudra reprendre également le poids propre, hein, de la capsule, ainsi que ses effets dynamiques, j'y reviendrai. Donc le passage de la capsule engendre, oui, des effets dynamiques, et pour cette prise en compte, on est en étroite, donc avec Ryan, hein, qui porte vraiment la partie technique et technologique côté Transpod pour évaluer au mieux ces effets et leurs incidences sur les différents états limites qu'on peut étudier concernant le tube et la fondation. Donc ce qui est spécifique vraiment à cette étude par rapport à ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on a un convoi de charge ponctuel qui est à étudier comme circulant à l'intérieur du tube. Donc avec les moteurs à induction linéaire, hein, qui exercent à la fois la poussée, le freinage, et qui permettent à la capsule de léviter dans le tube. Donc le poids est transmis comme cela, donc à haute vitesse, hein, parce qu'avant ça, on a sinon un fonctionnement sur des roues. Et enfin, pour les actions liées à l'exploitation, il y a le freinage, hein, à prendre en compte.
avec des valeurs assez importantes, donc qui ont ça a des incidences sur le calcul, notamment des points fixes. Après, il y a des actions climatiques à prendre en compte, avec des gradients thermiques. Un gradient thermique, donc s'il chauffe la fibre, si c'est la face supérieure qui est chaude, on a une traction en fibre supérieure qui apparaît, et inversement, si c'est la face inférieure qui est chaude. Une variation à prendre en compte également de température par rapport à la pose, donc c'est une élévation ou une diminution globale de la température du tube. Donc pour exemple, compte tenu du coefficient de dilatation thermique de l'acier de 12 10-6 par degré, on a pour un tube une section de tube de 100 mètres et une variation de température de 50 degrés, ce qui est l'ordre de grandeur de température à prendre en compte, de variation, un allongement ou un raccourcissement de la conduite de 6 cm. Et donc ça impose de prendre en compte ces variations pour l'étude du glissement sur les appuis guides, dans le calcul des efforts dans les points fixes, et puis ça permet de déterminer la course des compensateurs qu'on a à mettre en œuvre. Et enfin, en action climatique, la neige et le vent. Donc pour les justifications à réaliser, donc on a des études pour le tube en ELU et en ELS. Donc pour rappel, donc pour l'ELS, on vérifie des états qui peuvent remettre en cause ou limiter donc les conditions d'exploitation ou de fonctionnement de l'ouvrage, ou alors des états qui peuvent nuire à sa durabilité. On peut atteindre ces états limites, par exemple, par la fissuration des fondations, ou alors l'ovalisation excessive du tube, ou bien encore sa flexion longitudinale, enfin sa flèche liée à la flexion longitudinale trop importante. Pour les états limites ultimes, on vérifie qu'on n'atteint pas la capacité portante, ce qui concerne donc de fait la résistance mécanique ou alors la stabilité au flambement. Ou pour les fondations, la stabilité globale. Donc pour le tube à l'ELU, donc on va vérifier les limites de contrainte du tube, de raidisseur et de ses appuis, et on va surtout vérifier qu'on a une sécurité suffisante au flambement circonférentiel, puisque la spécificité également de ce projet, c'est qu'on met le tube sous vide. Et aux ELS, on vérifie donc les déplacements de la paroi qui soient compatibles avec une exploitation une bonne circulation de la capsule, un confort des passagers. On vérifie la course des compensateurs et le non-échappement des appuis glissants. Pour les fondations, on justifie donc à partir de l'étude de sol, on fait le choix du type de fondation. Donc si on a des bons sols, on peut partir sur des fondations superficielles, éventuellement avec un renforcement, ou alors des fondations profondes, par exemple par pieux. Donc, pour les fondations superficielles, on vérifie aux états limites ultimes la stabilité interne de la pile et des semelles, donc avec le dimensionnement de tout le ferraillage de nos supports, de nos piles et semelles de fondation. Et on vérifie le glissement, le renversement et la portance. Aux états limites de service, on vérifiera l'ouverture de fissure, le renversement, la portance et on limitera les tassements. Et donc les points d'attention spécifiques à ce projet par rapport au projet traditionnel, comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, il y a vraiment le flambement du tube. Et donc il s'agit surtout de vérifier le flambement transversal, parce que le flambement longitudinal n'est pas un réel problème. Et il est très important dans ce cadre-là également de prendre en compte les défauts de fabrication, donc l'ovalisation, forcément des défauts qui tendent à lui faire prendre une forme elliptique, et puis une épaisseur qui peut être réduite par rapport à l'épaisseur commandée, entre guillemets. Et donc, on a dans ce cadre-là une diminution de la pression admissible avant plastification. Pour y remédier, on peut chercher à optimiser
la portée entre appuis, l'épaisseur du tube, ou bien encore rajouter des raidisseurs annulaires. Des questions d'optimisation. Une autre spécificité, c'est les effets dynamiques de la capsule sur le tube. Donc, ça, c'est, comme je le disais, une étude qu'on mène de concert avec Transpod. Et donc, ça, c'est fonction en particulier de la raideur de chaque travée de tube. L'autre spécificité, c'est l'âge de la capsule, donc, qui est à reprendre avec les appuis. Ensuite, le convoi de charge ponctuelle, voilà, c'est inhabituel pour la conception d'un tube. Et puis, on aura toute une série de réflexions, de méthodes concernant la mise en œuvre sur site, en particulier des réflexions sur comment acheminer les tubes, et puis également des réflexions sur toutes les tolérances qu'on aura à respecter vis-à-vis des exigences de Transpod. Par exemple, la vérification de l'altimétrie des appuis sur site par les géomètres, et puis l'assemblage précis des éléments entre eux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ouais, merci beaucoup. Merci de votre présentation. Il y avait quelques questions encore. Il y en a pas mal en fait, c'est bien. Peut-être même une pour structure de l'aérotrain entre Orléans et Paris. Alors, il y a une société, en fait, côté Orléans, il y a eu quelques échanges sur le sujet. Et il y a une société concurrente qui a essayé de le réutiliser sans succès à date. Je crois que la société s'appelait Space Train. Et Madame Royal, quand elle était ministre de l'écologie sous gouvernement Hollande, avait demandé des devis pour la démolir. Enfin, en gros, pour répondre à votre question, les contraintes de sécurité aujourd'hui autour de cette ligne-là ne permettent pas d'utiliser cette ligne-là. Je crois que Space Train a essayé sans succès. Ensuite, toujours ce sujet sur Limoges, l'avancement du projet, où est-ce que vous en êtes? Vous êtes toujours en phase d'étude? Est-ce qu'il y a des phases peut-être d'expropriation? Parce que j'imagine qu'il y a des terrains à traverser, et si c'est en aérien, ça va être les mêmes difficultés peut-être que peuvent rencontrer la SNCF lorsqu'on fait un tracé. Comment tout ça est géré là pour l'instant sur le projet de Limoges? non, alors là-dessus, en fait, on est sur une ancienne voie ferrée qui avait été convertie en voie verte et qui était détenue par le département de la Haute-Vienne. Et donc, le département de la Haute-Vienne nous a mis à disposition les terrains. Donc, on a 3 km de ligne droite à dispo. Donc, il n'y a pas d'expropriation. On a eu des réunions publiques avec les riverains. Une des conséquences des réunions publiques, ça a été de modifier l'emplacement du bâtiment d'essai, de le construire 600 mètres plus au nord pour éviter, voilà, pour satisfaire à diverses recommandations. Donc, en tout cas, demandes. Donc là-dessus, non, ça s'est plutôt fait sans trop d'accro. Même pas d'accro, ils sont assez ouverts sur le sujet. Ensuite, par rapport aux travaux, on termine les études à l'heure où on parle. Et il faut qu'on démarre l'année prochaine. Il faut absolument que le site sorte de terre et qu'on puisse utiliser ces résultats-là pour le projet de l'infra au Canada et ailleurs, potentiellement. D'accord. Il y a une question, alors c'est peut-être plus pour Adrien, alors on sait qu'au niveau de l'évolution de la climatologie, on a pas mal de problèmes d'évolution du terrain avec surtout les terrains argileux. Alors, c'est peut-être pas le cas du côté de Limoges, mais enfin on a des mouvements de terrain qui peuvent être non négligeables. Par rapport aux tolérances qui étaient évoquées, est-ce qu'il y a des dispositifs particuliers au droit de chaque île pour compenser éventuellement les fluctuations de tassement différentiel?
Alors, je ne sais pas si on m'entend. Ouais, ouais. Si, c'est bon. Ça, on est en cours de discussion avec Transpod afin de définir si, en fonction des tassements qu'on obtiendra, il est nécessaire effectivement de prévoir des dispositifs, par exemple, de réglage des niveaux d'appui. Aujourd'hui, ce n'est pas encore fixé. En fait, c'est une discussion en fonction des critères d'exigence qu'on aura pour les essais qu'on veut réaliser. Et alors il y a une question également de François Lacote, toujours sur la partie infra. Est-ce qu'il y a des similitudes dans la partie conception qui ont été prises au niveau des compensateurs avec le ferroviaire, puisque c'est un petit peu les mêmes problématiques de dilatation qu'il y a sur les rails longs qui sont soudés, et est-ce qu'il y a des choses qui sont envisagées par rapport à l'expérience du ferroviaire sur les rails et les dilatations? Alors, je ne connais pas bien le domaine du ferroviaire, donc je ne saurais pas dire. Maintenant, je ne suis pas sûr de voir le lien direct entre les compensateurs pour les rails et puis pour les tubes. Je pense que c'est par rapport au fait que les rails ont tendance également à changer de température et du coup à changer de longueur dimensionnelle, ce qui pose un problème en termes de continuité. Et donc, il y a des... Enfin, pour préciser la réponse d'Adrien, donc oui, on prévoit d'avoir des retours d'expérience du ferroviaire sur ce type de sujet, c'est toujours quelque chose que l'on recherche. Donc, l'acteur ferroviaire principal avec qui on échange gentiment à date, c'est la SNCF, c'est la partie innovation côté SNCF, qui travaille avec nous, notamment avec l'AFNOR pour la partie réglementaire. Je pense que le niveau de collaboration devrait augmenter au fur et à mesure. On va voir. Après, sur l'infra en tant que tel, un des points à valider, notamment pour l'étude de faisabilité qui intègre donc une étude de coût d'infrastructure de niveau classe 5, c'est de savoir voilà, quel est le nombre de joints de dilatation on a besoin sur 300 km. Aujourd'hui, est-ce que c'est un joint tous les 200 mètres? Est-ce que c'est un joint tous les 100 mètres, tous les 30 mètres, tous les 500 mètres? Je n'ai pas encore la réponse. Donc, oui. sont en cours. Et aussi de garantir l'étanchéité derrière. Donc, même si on part sur des joints du type. Après, je ne sais pas si c'est le bon terme, je ne suis pas un spécialiste de la construction, là, mais du style peigne, comme on a sur des ponts ou des infrastructures classiques. Donc, ça ne va pas permettre de garantir une étanchéité quelconque avec ça. Donc, est-ce qu'il à l'extérieur, on est parti sur des systèmes d'accordéon, donc qui seraient soudés à l'infrastructure et qui permettraient de garantir un niveau d'étanchéité correct. Voilà. Et après, il y a d'autres aussi systèmes de tubes. Pour ceux qui ont regardé un petit peu les différences entre les tubes construits par Virgin, qui sont des tubes avec des cadres à intervalles réguliers pour optimiser l'épaisseur du tube métallique et optimiser les coûts. Vous avez cet aspect-là et la ligne d'essai qui a été faite par HTT à Toulouse. C'est intéressant. Ils sont avec des, comment dirais-je, je sais pas comment tu appelles ça, Adrien, des flanges aux extrémités, là où ils viennent boulonner. Des brides. Comment? Des guides? Des brides. Des brides, ouais. Où ils viennent boulonner. Donc là, il y a aussi à l'intérieur une problématique liée à l'étanchéité. Est-ce qu'il faut savoir comment les tubes peuvent être joints les uns aux autres? Est-ce qu'il faut que ce soit précontraint pour justement assurer une étanchéité, une bonne étanchéité? Donc, c'est les aspects qu'on regarde aujourd'hui. D'accord, merci. Il y a d'autres questions quand je remonte un petit peu dans le fil de discussion. Alors, il y en a qui tournent autour des matériaux. Alors, sur les nuances d'acier qui sont prévues pour les tubes, pour l'infrastructure, c'est des choses qui sont précisées aujourd'hui. Je ne sais pas si, Sébastien, tu…
Ouais, enfin, c'est un vaste sujet. Ok. Mais comme tu peux commencer, Adrien, je compléterai si tu veux. Alors, à ce stade de l'étude, on est sur des aciers au carbone classique, donc de type S355. Maintenant, pour tout ce qui est lié, oui, au fonctionnement et à la techno, ça c'est plus ce Transpod qui est en train de regarder. D'accord. Ouais. Et de la même façon, matériaux au niveau des capsules en elles-mêmes, là, vous avez dit que vous vous rapprochiez de l'aéronautique. Hmm. Donc, les matériaux, c'est des composites, de l'alu, on retrouve. Ouais. Alors, pour compléter sur ce que vient de dire Adrien, déjà sur l'infrastructure. Alors, il y a plusieurs. Donc, il y a l'acier. On a travaillé avec Arcelor à un moment sur quel type d'acier électrique aussi sont disponibles. En fait, théoriquement, on pourrait travailler avec n'importe quel type d'acier. Le souci, en fait, c'est d'optimiser le système de lévitation et de propulsion. Donc, la nature de l'acier va jouer un rôle important sur l'efficacité énergétique du système. Donc, on a encore du travail à faire, notamment avec l'IRSER à Limoges et des fabricants d'acier pour optimiser et de savoir voilà, quel type d'acier il faut choisir pour les infrastructures de demain. Donc, ça, c'est un point. À l'intérieur du tube, il y a aussi tout ce qui est revêtement pour isoler électriquement l'intérieur du tube. Si vous avez saisi un peu les subtilités, donc vous avez un rail de puissance et un environnement qui conduit l'électricité. Un rail de puissance donc de la haute tension et un halo. En fait, il y a un halo plasmique, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, qui se crée autour de l'arc et qui vient, si le tube n'est pas bien protégé, qui va venir endommager l'intérieur du tube. Donc, il faut un revêtement voilà, isolant, ce qu'on développe actuellement parce que l'objectif, c'est que ce soit isolant, pas cher, et qui tiennent aussi et qui correspondent à l'ensemble des contraintes techniques, surtout en termes d'élongation, etc. Donc, quelque chose qui tienne dans le temps. Donc, il y a des matériaux céramiques sur lesquels on travaille, mais la céramique, comme certains savent, comme certains se doutent que c'est pas forcément le matériau le moins onéreux. Donc, on regarde un petit peu les différentes options. Et également pour le rail de puissance, parce que il y a une raison, enfin, si Alstom et la SNCF cherchent à éviter ces arcs électriques, c'est que ça endommage du coup les caténaires et les câbles. Donc, c'est assez, comment dirais-je, potentiellement impactant pour la maintenance de ce système-là. Donc, sur les rails de puissance également, il y a des travaux qui sont faits pour trouver les matériaux résistants à ces températures-là. Et ensuite, sur le véhicule, ouais, donc des structures similaires à un fuselage aéro, quoi. Donc, on pourrait partir sur du composite. Il y a de l'alu lithium aussi. Enfin, voilà, c'est assez très similaire à ce qu'utilise Airbus ou Boeing aujourd'hui. Je profite d'avoir le micro, Emmanuel, tu me permets, pour poser la question en direct. Vous n'avez pas précisé les portées optimales pour le tube. Alors ça, c'est pareil, c'est en cours d'étude, donc on n'a pas le chiffre définitif. Mais c'est un compromis entre effectivement le nombre de fondations à réaliser, l'épaisseur du tube qui est requise, le nombre de raidisseurs à mettre en œuvre. Donc c'est un compromis qui est dicté par les contraintes liées à l'exploitation, les contraintes liées à la résistance et puis les coûts. Voilà. Donc encore d'études. Là, ouais. Là, on a beaucoup parlé des problématiques liées à enfin, les verrous techno pour l'infra et pour la capsule. Mais par rapport à l'humain, est-ce que il y a, enfin, j'imagine qu'il y a plein de questionnements aussi par rapport au confort des passagers. Vous l'avez dit sur l'aspect euh, mal des Contrôle du transports, véhicule. au niveau tolérance, etc. Mais au niveau du bruit, il y a des pistes aussi sur ces points-là.
Ouais, et puis il y a une question aussi sur la partie environnementale qui est très intéressante, sur les différences culturelles notamment, si on veut bien répondre. Alors pour la partie, attendez, question. Oui, oui. Alors, on Sur n'est l'aspect pas. bruit, bruit, confort, température, est-ce que c'est un transport? Pour l'instant, vous n'avez peut-être pas les informations. Est-ce que ce sera silencieux? Enfin, est-ce qu'il y a des Alors, pistes de… ouais, 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 il y a des là-dessus. Bon, le bruit ne fait pas partie vraiment des contraintes techniques que l'on a. Un des avantages d'être sous vide, donc même s'il y a un désavantage à cause de dissipation de la chaleur qui est problématique, le bruit se propage pas très bien dans le vide, ou en tout cas à faible pression. Donc, et même on a un système avec beaucoup moins de contacts qu'un train classique, et on n'a pas de moteur. Enfin, les moteurs à induction linéaire ne sont pas des éléments bruyants. Il y a deux types d'analyses. Bon, il y a les analyses acoustiques qu'il va falloir faire, mais a priori, c'est pas un des points préoccupants. Le deuxième point aussi, c'est l'analyse sur les champs électromagnétiques. Parce que mine de rien, le véhicule va être entouré de moteurs électromagnétiques, donc il y a ces analyses à faire. Ensuite, pour parler sur le confort des passagers, on est sur des accélérations aujourd'hui qui sont similaires à celles d'un métro, donc 0,1 G, pour accélérer et décélérer. Donc, il y a des possibilités d'augmenter cette valeur-là jusqu'à 0,4, ce qui est la valeur de l'accélération à peu près pour un décollage d'un avion, mais ça sous-entend du coup potentiellement des ceintures de sécurité et du personnel de bord. Donc voilà, ce qu'on va gagner dans un sens en vitesse et en débit, est-ce qu'on ne va pas le perdre de notre côté avec à avoir moins de capacité par véhicule et voilà, avoir moins de capacité par véhicule et moins de… Je vais arriver. Ouais, donc d'avoir tout le monde assis. Alors, il y a même des configurations du coup dans l'autre sens ou sur des trajets, parce que même si la distance est plus importante, le trajet reste relativement court. Est-ce qu'on prévoit de proposer… Alors, on prévoit de proposer différentes classes, que ce soit éco, business, etc., plus comme dans l'aéronautique. Indépendamment de ça, on peut également aller beaucoup plus loin et proposer des classes 100% éco, même les gens sont debout, quoi, comme dans le métro parisien. Du coup, d'augmenter aussi les capacités du système. Est-ce que, Ouais. oui, alors vous parliez de différences culturelles entre le Canada, effectivement, ou peut-être dans les plaines de l'Alberta, c'est plus facile par rapport à ces chantiers. C'est l'actualité aussi qui me fait penser à cette question. Il a été question de limiter énormément le transport aérien sur le territoire métropolitain pour éviter de polluer, pour faire des vols qui durent une demi-heure ou une heure. Je crois que c'était dans l'actualité ces derniers jours. Est-ce que ce type de décisions qui sont proactives de la part de différents gouvernements à l'échelle de l'Europe influence votre trajectoire au niveau du projet? Parce que si demain il n'y a plus d'aérien entre Bordeaux et Lyon, par exemple, ça veut dire que ça relance un petit peu aussi les modes de transport terrestre. Est-ce que c'est des vrais sujets ou c'est pour vous anecdotique par rapport au développement actuel de vos projets? Alors, c'est pas anecdotique, mais en même temps, c'est toujours une histoire de compromis. On ne fait pas forcément d'omelette sans casser des œufs. Donc, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'Europe, oui, effectivement, a identifié le transport par tube comme une solution potentielle pour réduire les vols court courriers, comme vous l'avez dit, entre les grandes villes européennes. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Ensuite, il y a une infrastructure à construire. Et donc, on a deux types en fait, de mouvements écologiques aujourd'hui auxquels on fait face. Il y a, on va dire, ceux qui sont plutôt favorables au développement des nouvelles technologies. Donc, après tous les mouvements qu'on entend, Tech for Good, etc., et qui disent, voilà, la techno, d'une certaine mesure, peut nous aider à adresser les problèmes climatiques. Et ensuite, il y a une deuxième branche écologique qui est forte aussi en Europe,
qui est plutôt en faveur de la décroissance et qui ne voit pas forcément d'un bon œil tout nouveau type d'infrastructure, que ce soit une infrastructure du type Transpod, Hyperloop, ferroviaire, n'importe quel type d'infrastructure. Donc après, la question, c'est OK, dans quelle direction on veut aller. Après, voilà, je suis plutôt un fervent, enfin convaincu que la première option reste la meilleure. Et ensuite, certains pays voilà, sont plus pragmatiques, etc. Donc, si on veut rester compétitif, je pense qu'il faut aussi être pragmatique, continuer à développer des solutions qui soient pertinentes pour le monde Si développement. si je peux me permettre, par rapport à l'exemple que vous avez donné au niveau de l'Alberta, je trouve la pertinence et l'intérêt en fait de la technologie, c'est de s'adapter aux besoins de long ou moyenne distance, parce que au sein, par exemple, d'une région comme l'Auvergne-Rhône-Alpes, si on met Clermont ou Grenoble, je dis n'importe quoi, mais globalement à 10-15 minutes, l'aménagement du territoire est totalement repensé. On n'a plus des mégalopoles enfin, qui se développent, qui se développent, qui se développent. On peut aussi penser un territoire un petit peu plus étoffé avec des centres périurbains un petit peu plus éloignés. Et c'est une autre façon d'aménager le territoire et on parle beaucoup d'aménagement de territoire ces derniers temps. Donc, il y a effectivement l'impact environnemental du tracé et de l'impact de l'infrastructure en elle-même, mais il y a aussi toute la dimension aménagement du territoire qui, je pense, dans la réflexion, ne peut pas être que de l'ordre du privé, mais de faire intervenir les politiques, tous les… Non, je suis entièrement d'accord avec vous. Après, si on prend l'élément ou le projet point par point, on a l'aspect visuel. L'aspect visuel, je suis assez conscient, que ce soit avec les différents architectes avec qui on travaille, ça peut vraiment être une infrastructure. Enfin, le défi est simple. Hein, c'est voilà, vous avez un tube qui est ni plus ni moins un pipeline. Démerdez-vous, débrouillez-vous pour en faire une infrastructure sympa à regarder. Ne serait-ce que de rajouter voilà, les panneaux solaires et de la structurer, que ce soit avec les pylônes, etc. Enfin, de la faire en fait plus sympathique. Après, il y a toujours des différences d'opinion. Certains diront que c'est toujours moche, etc. Mais on peut vraiment améliorer le projet de faire des infrastructures sympathiques. Ensuite, sur le système en tant que tel. Donc, on est sur un système 100% électrique. Donc après, les puristes vont dire, OK, bon, d'où vient la source? Est-ce qu'elle est nucléaire? Est-ce que ce sont des usines à charbon qui fournissent l'électricité? Ensuite, on peut débattre du sujet, ou est-ce que c'est de l'éolien? Mais on a en tout cas un système qui est 100% électrique et on peut potentiellement récupérer plus d'énergie. Là, à Calgary-Edmonton, c'est 300 km de panneaux solaires. Donc, on peut potentiellement récupérer plus d'énergie venant du solaire que ce que l'on va consommer. Après, par contre, je vais être clair, on va pas alimenter directement le système. Il faut qu'on soit toujours connecté au réseau électrique et ensuite redistribuer ce que l'on va récupérer des panneaux solaires sur le réseau. On pourrait théoriquement utiliser directement ou être autosuffisant. La problématique avec ça, c'est qu'il nous faut en interface des systèmes de batterie assez conséquents et onéreux et qui, d'un point de vue environnemental, je ne suis pas sûr, soit très justifié. Voilà. Ensuite, il y a le projet d'infrastructure, donc il y a la construction du projet. Alors là, on n'a pas 50 000 possibilités. Certains diront, enfin, il y a deux aspects sur lesquels on travaille. Le premier, c'est reboisement. Okay. Alors après, certains pourront débattre en disant oui, mais reboiser, c'est différent que d'avoir une forêt naturelle. D'accord, certes, mais au moins on reboise, c'est toujours mieux que rien. Et le deuxième aspect sur lequel on travaille avec l'équipe, c'est comment minimiser au maximum, et ça c'est une question pour les sociétés de génie civil, c'est comment minimiser, une question même pour Adrien, c'est pendant la phase de construction, comment on s'assure que l'on minimise au maximum l'impact carbone lié à l'infrastructure. Donc, si on a des tubes à commander et que si à un moment on a un choix à faire et qu'il faut commander les tubes qui soient un petit peu plus chers, mais ils sont à 30 km, enfin, on veut dire à une centaine de kilomètres du site, plutôt que de les commander depuis la Chine, dans ces cas-là, voilà, il faudra qu'en tant que société, on ait une approche sociale.
intelligente pour adresser tout ça. Et est-ce que peut-être que dans l'ensemble des études que vous avez dû faire, l'aspect bilan carbone, il y a une question d'Alain Fageul sur l'aspect bilan carbone par rapport à l'avion. Alors les calculs, le calcul reste à faire. Ouais. Après, c'est même au-delà de l'avion, hein, c'est bilan carbone parce que l'objectif des corridors sur Calgary-Edmonton ou même Toronto-Montréal, c'est d'enlever un certain nombre de camions des routes aussi. Voilà. Donc il y a un bilan aussi d'un point de vue sécurité. Voilà, l'objectif, c'est de limiter le nombre d'accidents sur les routes. Il y a aussi un objectif de maintenance. Surtout au Canada, avec les différences de température, et le coût de maintenance des autoroutes est quand même assez important. Et la dégradation provient essentiellement du nombre de poids lourds qui sont sur les autoroutes. Donc, s'il y en a moins, ils sont partants. Le seul bémol que je mets dans tout ça, ou le risque, en fait, c'est de tomber dans le travers de Uber ou Lyft, qui, sur les études préliminaires, avait identifié ces sociétés-là comme potentiellement un facteur pour réduire le trafic automobile. Et en fait, ça a amené le contraire. Ça a amené le contraire, ça a augmenté parce que c'était facile d'utilisation. Donc demain, vous avez une ligne qui est facile d'utilisation. La crainte, c'est que ça ne diminue pas le nombre de camions des routes, mais que Oui. ça augmente le flux entre les métropoles. Voilà. C'est ça. Alors, est-ce que on pourrait discuter des heures tellement le sujet est intéressant et vaste. Est-ce que parmi les spectateurs, certains voudraient intervenir oralement? Je vous rappelle, il suffit de lever la main et puis je vous donne l'autorisation de parler. Il n'y a absolument pas de censure. S'il y a l'air d'avoir quelques experts du domaine qui ont envie de parler, de contribuer, c'est pas impossible. Je vais juste, pour faire la transition, revenir sur une discussion sur le sismique. Alors, je ne connais pas la sismicité de l'Alberta, mais en tout cas, si effectivement sur la ligne que vous avez identifiée, il y a le sud-est en France, pour Adrien, est-ce que la partie sismique est un véritable enjeu? Non pas qu'il y ait des séismes tous les jours, mais globalement par rapport à la tenue et puis aux exigences qu'il y a sur l'infrastructure et les fondations. Est-ce que sur ces tronçons-là, il y a des vraies difficultés ou globalement, avec les outils que l'on a aujourd'hui, ça ne représente pas forcément une contrainte forte? Vous avez mentionné que sur le premier tronçon, là, il n'y a pas de zone sismique, mais si on imagine Nice, Marseille. Oui, alors pour la piste d'essai, effectivement, il n'y a pas de sujet. Mais bien évidemment, si on avait le séisme à prendre en compte, on aurait tous les effets inertiels qui rentreraient en compte. Et donc, ce serait une vérification complémentaire à réaliser. D'autant plus si on fait une infrastructure qui est très en élévation, qui est haute, puisqu'on augmenterait le bras de levier, qu'on aurait des vérifications de renversement et de glissement, hein, en particulier, qui seraient bien sûr à effectuer. À étudier. Oui. Ouais, pour compléter là-dessus, en Alberta, c'est pareil qu'à Limoges, il y a très peu d'activité sismique, donc là-dessus, on est tranquille. Il y avait une question aussi sur les débits passagers par heure, etc. C'est souvent un débat passionné qu'on a avec les gens du ferroviaire. On n'est pas. Alors, il y a des lignes comme Paris-Marseille où on n'arrivera jamais au même débit. Je crois qu'ils sont à 20 000 passagers par heure et par direction. C'est assez important. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est le modèle économique qui est différent. On est vraiment à regarder comment maximiser le taux d'utilisation de l'infrastructure. C'est-à-dire, et on veut une infrastructure qui soit utilisée à 80-90% pendant la hors-plage maintenance, donc vraiment entre 5-6 heures du matin et minuit le soir. Donc même le RER Express, comment dirais-je, les systèmes à fort débit, on ne sera pas concurrentiel par rapport à ça. Par contre, sur des lignes où le TGV est déficitaire, c'est là où on a vraiment un avantage significatif
du fait de pouvoir mixer avec du fret express et d'optimiser la ligne en fonction de la demande réelle. Voilà. Et pas de construire voilà, et de pas construire quelque chose qui, de toute façon, en tant que société privée, on ne peut pas se permettre d'avoir des infrastructures qui ne soient pas profitables ou au minima à l'équilibre demain, bon, sauf si les États veulent mettre de l'argent, mais aujourd'hui, ce n'est pas trop la tendance. Voilà. Et après, pour répondre à votre question, on est sur des débits aujourd'hui voilà, entre 10 et 15 000 passagers par heure avec du couplage virtuel. On peut jouer aussi sur la taille des véhicules. Voilà, mais même en Alberta, on n'est pas là-dessus. Et même sur le mix passager-fret, sur Toronto-Montréal, on serait même sur il n'y aura même pas de place pour les passagers tellement il y a de débit de flux de marchandises. Alors on peut bien entendu rajouter des tubes et avoir du flux de passagers, mais rien qu'avec le volume de fret, notre système serait plein dès le premier jour. C'est retour de FedEx ou de DHL. Et sur le mixte Calgary-Edmonton, on est même sur 80% fret et 20% passagers. Voilà, donc après, il faut voir où on met le curseur en fonction aussi des volontés politiques. Pour ceux qui connaissent un petit peu le Canada, le système ferroviaire canadien est très axé fret, mais fret matière première avec CN et CP, c'est Canadian National et Canadian Pacific qui sont les deux sociétés principales de transport de marchandises ici au Canada et qui ont toutes les lignes, ont littéralement toutes les lignes ferroviaires. Donc notre objectif, c'est d'éviter de tomber dans un mode où Transpod aurait toutes les lignes par tube, mais pour du fret express. Donc voilà, il faut quand même laisser un peu de place pour les passagers si on veut réduire le nombre d'avions. D'accord. Alors peut-être encore quelques questions. Alors une première, on revient sur la notion de matériaux, alors peut-être plus pour Adrien. Est-ce qu'il serait envisageable de trouver un autre matériau que l'acier pour le tube, par exemple, en pensant à des BFUP qui ont des propriétés assez intéressantes du point de vue rigidité et puis performance? En mute, Adrien. Adrien, oui, vous n'avez pas le micro. Oui, alors du béton fibré, au-delà de la notion de résistance, si je ne me trompe pas, Sébastien, ça poserait probablement des problèmes du fait que ce n'est pas conducteur. Ouais, on a vraiment besoin de métal. Voilà. Après, le métal peut être, comment dirais-je, réparti de façon spécifique au niveau du tube. Mais ça voudrait dire rajouter des guides. Donc à la fois, il en faudrait deux en partie basse et deux en partie haute. Ok. Donc après, il faut voir d'un point de vue coût, etc. Et après, il y avait une question, alors c'était une question très technique de Jean-Guillaume Moulin sur la problématique de la pressurisation. Donc la question, c'était si le tube est à 100 pascal, il sera une pression 1000 fois inférieure à la pression atmosphérique, sauf erreur. Et du coup, il est compliqué de faire des tubes de transport de fluide parfaitement étanches avec ces niveaux de pression. Donc, la question, c'est quel dispositif constructif disponible vous permettent d'être constant quant à la garantie d'étanchéité au niveau donc des tubes? Est-ce que c'est encore des pistes en développement? Adrien? Oui, alors ça, c'est tout ce qui concerne les méthodes. Hein. Donc ça, j'ai des collègues qui s'occupent des méthodes. Donc c'est les attentions particulières, notamment qui sont portées à tout ce qui est assemblage et soudure. Donc ça, c'est pour la construction. Et puis après, pour l'exploitation, ça c'est plus côté Transpod, j'imagine, pour tout ce qui est peut-être incident de dépressurisation, enfin l'inverse du coup, de perte de vide. Ça, j'ai pas d'informations particulières là-dessus. J'imagine que toutes ces pistes d'essai seront riches d'expérience et puis de… Ouais, c'est ce que j'allais répondre. C'est vraiment l'objectif de ces centres d'essai, de valider justement quels sont les taux de fuite. Aujourd'hui, les retours des gens qui, notamment du CERN,
l'accélérateur de particules qui est vraiment même très proche de zéro en termes de niveau de pression. Les échos sont très positifs. Maintenant, voilà, à confirmer, on est prudent, mais optimiste. Très bien. Alors, on va s'acheminer tranquillement vers la fin de la soirée débat. Je voulais vraiment vous remercier du temps que vous nous avez accordé. En quelques mots, les prochaines échéances pour vous, vous avez parlé, donc j'ai l'impression que 2021 va être une année très chargée. Et les premiers tests sont imaginés. Alors, c'est vrai que la situation actuelle rend les choses compliquées, mais voilà, c'est l'aspect planification. C'est 2025. Ouais, nous, on a 3 jalons importants en 2021. Le premier, c'est ce démonstrateur technologique pour justement que visuellement, les gens commencent à comprendre voilà, comment ce système-là fonctionne. En tout cas, le système Transpod. Après, on verra les autres. Et aussi, je vous avoue que c'est une volonté de notre part de se démarquer par rapport à la concurrence. Le deuxième jalon, donc on a cette étude de faisabilité un peu plus poussée donc, sur l'Alberta avec des coûts d'infrastructure. Si tout va bien, c'est d'annoncer la confirmation comme quoi on a sécurisé le financement de cette première phase de 20 km, deuxième partie de 2021. Et le démarrage et en tout cas la première phase de construction à Drou. Voilà. On a de quoi s'occuper. Ouais. Oui, j'imagine. Bien. Écoutez, merci encore du temps que vous nous avez accordé. Je pense que de toute façon, la FGC sera… Emmanuel, oui. Oui. Juste un petit mot, déjà pour remercier effectivement Sébastien, Adrien. 2 propositions. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être faire un petit… parce qu'il y a eu beaucoup de questions, je ne suis pas sûr qu'on ait répondu en détail. Donc, ce qu'on peut faire, c'est peut-être les relister par écrit, les transmettre à Sébastien, Adrien pour qu'ils puissent y répondre à tête reposée, parce que ce n'est pas facile de faire des réponses en même temps que la présentation. Et puis, deuxième proposition, c'est peut-être de prendre rendez-vous dès maintenant pour se retrouver dans 1 an ou 1 an et demi, voire peut-être même faire une visite technique qui serait très intéressante sur le site de Limoges, si les conditions sanitaires le permettent, dans le courant de l'année 2021. Non, bien sûr. Après, qu'est-ce que je voulais dire pour les questions, vous avez sur notre site internet, on a une section foire aux questions. Il y en a déjà, il y en a quelques-unes qui sont documentées et répondues. Mais après, je viens de mettre mon adresse mail, donc n'hésitez pas à m'envoyer ça et on vous répondra. C'est très gentil, merci. Voilà. On avait répondu aussi à un article de François Lacotte, je crois que c'était sur Sciences et Avenir. Je pense que si vous tapez Français Avenir Transpod, vous trouverez les questions qui nous avaient été adressées et nos réponses. Bien. Sciences et Avenir. Écoutez, merci encore de votre disponibilité. Merci à tous ceux qui ont participé à cette soirée particulièrement intéressante et puis plein de belles perspectives en termes de verrous techno à lever. Donc, c'est plutôt enthousiasmant, je trouve. Merci encore. Je vous souhaite donc une bonne journée côté du Canada et puis une belle soirée pour nos collègues français. Merci. Merci à vous. Merci encore. Au revoir.